Aujourd'hui, on vous parle d'un animal inattendu un petit peu dans le monde de la zoothérapie, atypique comme on aime, et on a parlé du Hérisson! On parle du hérisson aujourd'hui. On vous laisse emporter. Je vais laisser Jessica ouvrir la petite boîte. Commence à les présenter de bord. Oui, en fait, aujourd'hui, on est accompagné de nos 2 hérissonnes. Donc, c'est vraiment des petites filles. Elles sont bien actives. En fait, je vais vous présenter, on a Abby avec nous. Hein? Abby, ils sont quand même âgés. Hein? Abby, elle a au moins 6 ans. Au moins 6 ans. Donc, ici, on a Abby. C'est vraiment des hérissons là, qui ont été... Abby, pour vrai, là, elle m'a été donnée. Je suis allée la chercher il y a très longtemps à Saint-Georges-de-Beauce. C'est une fille qui avait 2 hérissons dans ce temps-là, puis elle pouvait pas nécessairement s'en occuper, puis c'était difficile, elle était en appartement. Donc, elle m'a donné les hérissons, et moi, au début, je connaissais pas ça du tout. Il faut savoir que les hérissons, ils sont bien quand ils sont autour de 24 à 28 degrés. En bas de ça, ils vont tomber dans un sommeil un peu profond et ils vont hiberner. Plus que le hérisson hiberne, dans le fond, moins il va se réveiller, donc moins il va se nourrir. Et c'est ce qui fait un jour qu'il va peut-être en mourir s'il continue toujours à faire froid. C'est que le hérisson, il mangera pas, aura pas assez les nutriments, puis il va maigrir et en perdre la vie. C'est des petits animaux qui sont très patients et qui nous enseignent de très grandes choses. Ah oui. 1 épine, 1000 épines. Oui. On apprend à s'accepter finalement comme on est. Avec nos défauts comme avec nos qualités. Oui, exact. Moi, j'ai le goût de mentionner que c'est un animal qui est assez ouvert d'esprit. On utilise un peu ses particularités. Quand je parle d'ouverture d'esprit, le hérisson c'est un animal qu'il faut déjà d'emblée savoir qu'il est nocturne, donc il va vraiment vivre la nuit et dormir le jour. Il peut s'adapter quand même à un horaire de jour. Oui. Mais comme mettons ici, Abby, elle est beaucoup plus, un animal de nuit, je vous dirais. Ouais. Par exemple, si je vous sors ici... Petite patate. La petite patate est en traitement présentement. Ses épines, elle les a perdues. Ça repousse, par contre. Oui. C'est comme un peu un système... c'est des cheveux, tout simplement, des ongles, c'est du poil. Un petit peu plus raide, mais c'est les épines, dans le fond, ils vont les perdre et ça repousse. Oui, comme des cheveux. Donc, petite patate, d'habitude, elle est beaucoup plus active, je vous dirais. Elle a envie toujours de bouger, de faire de la roulette, parce que c'est un animal qui parcourt d'énormes distances à l'état sauvage. On les retrouve en Europe, en Amérique du Sud. On en a un petit peu partout dans le monde. Par contre, c'est ça. C'est des animaux qui vont parcourir de grandes distances. Donc, quand on les a à la maison, qui sont domestiques, il faut prévoir une roulette, il faut prévoir de l'équipement, en fait, pour subvenir à leurs besoins primaires. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un petit peu, j'ai le goût de dire, tabou. Ah, c'est vrai que c'est tabou, mais moi, j'aime ça. Moi aussi. C'est un sujet qui me qui vient nous chercher. C'est un sujet qui est vraiment pertinent, qui vient me chercher, j'aime ça de plus en plus, en fait, et on va parler du deuil. En zoothérapie, autant qu'on vit, nous, du deuil, que nos clients vivent du deuil, mais autant qu'on partage des moments dans un processus de deuil au cours d'une intervention. Fait qu'aujourd'hui, on aborde vraiment 2 sujets qui sont pareils, mais on va décortiquer, vraiment. Et là, on va commencer par aborder le deuil animalier. Perdre un animal, perdre son chat de compagnie, son chien de compagnie qu'on a depuis... peut-être 10, 12 ans et plus même. Oui. Là, il y a des chats qui peuvent vivre jusqu'à pratiquement 20 ans. Là. Et là, je vais juste dire, ça se peut que le deuil, tu le vives aussi pour un animal que tu as vu peut-être 2, 3 fois. Moi, je fais des Zooms depuis 5 ans. Avec la Corporation de l'Espoir, un organisme communautaire de Montréal, et j'ai vécu, en fait, le deuil. Un deuil animalier, mais en Zoom. La personne était triste parce que le rat était mort, mais le rat, elle l'avait jamais vu, jamais touché. Elle l'avait vu 2 fois d'1 heure dans un Zoom.
c'est tout. Donc, le deuil, il n'est pas à banaliser, en fait. C'est vraiment un sujet, comme tu disais, tabou, que les gens n'osent pas trop discuter. Mais nous, en intervention, on rentre dedans, puis On ouvre la porte. on ouvre la porte parce que c'est un sujet qu'on considère vraiment plus qu'important. Puis je vais faire du pouce sur l'exemple que tu viens de nommer. Cette semaine, on a eu une rencontre justement virtuelle avec ce groupe-là, en fait, qu'on animait une intervention. Puis je reprenais l'intervention seule vrai? pour la première fois. Puis tout de suite, un participant, en fait, qui n'était pas là au dernier cours, me mentionne qu'il a perdu un animal cet été. Donc là, on aborde un petit peu. C'était un proche, oui, c'est ça. C'est un proche, en fait, qui est décédé. Puis, c'est ça, on aborde vraiment tout le sujet du deuil, comment qu'on peut le traverser. Puis cette personne-là, en fait, nous a écrit personnellement, qui a été chercher des ressources directement pour comment mieux vivre son deuil, parce Oui. qu'on en avait déjà d'emblée parlé. Parce qu'il y a des moyens, il y a une façon de faire. Oui. Quand on ne sait pas, il y a des professionnels, il y a des organismes, il y a des outils incroyables sur Internet. Il y a des livres, des podcasts à aller chercher de l'information quand on vit un deuil. Tu parlais tantôt, j'aime bien, parce que le deuil ne se vit pas nécessairement juste avec un animal ou avec un être humain. Ça peut se vivre aussi face à un objet, un emploi aussi, peut-être une école où est-ce qu'on avait des amis, on doit changer d'école. C'est comme plein de petits deuils. C'est pas forcément la fin de la vie d'un animal ou d'une personne, mais ça peut aussi être la perte de... Il y a une coupure, Oui, un changement. exactement. Ouais, drastique, où est-ce qu'on perd nos repères. Oui. On devient déstabilisé, en fait, par ce qui se passe. Savais-tu que selon une étude qui a été faite du RSPCA au Royaume-Uni, 60% des gens considèrent que leur animal, leur chien, fait partie intégrale comme un membre de la famille. Donc, le deuil, quand ces gens-là perdent ces animaux-là, bien, ils perdent un ami, un partenaire, une personne à qui se confier peut-être en marchant, qui nous permettent de parler à des gens. Donc, ils viennent perdre, eux autres aussi, un repère. Il y a également 75% des gens qui ont perdu un animal qui, eux, disent avoir anticipé, en fait, la perte de cet animal-là. Donc, ils ont déjà, comme avant qu'il meure, ils pleuraient déjà. Ils ont remarqué des symptômes mentaux, mais des symptômes physiques aussi du deuil. Oui. La perte d'appétit, perte de sommeil, perte... difficulté de faire des activités qu'on aime. J'allais aussi. dire l'horaire On de va- travail, oui, c'est Oui, ça. c'est ça. On va être davantage porté à s'isoler, peut-être, quand on vit un deuil, autant chez l'humain qu'animalier, finalement. Oui. On va- Et en fait, pour nous qui travaillons avec ces animaux-là, bien, on voit beaucoup de professionnels, en fait, perdre leurs animaux, partenaires d'intervention zoothérapie, et vivre un deuil, une dépression, devoir arrêter de travailler pour un court laps de temps, en fait, parce que c'est difficile de passer à travers cette étape-là de leur vie, parce que, mettons, comme même moi, là, hein? Willy, il prend de l'âge là, quand même, notre petit partenaire à 11 ans. Là. On commence déjà à penser à va peut-être falloir, oui, on a idée fixe qui peut prendre la relève, mais il va me falloir un troisième chien. Willy, c'est mon chien qui vient me coller avant de me coucher. C'est mon chien qui me lèche toujours quand j'ai de la peine. Je suis déjà en train de me dire, mais quel autre de mes chiens va combler ça? Ouais. Il n'y en a pas. Bienvenue à Zoothérapeutiquement atypique, l'émission où est-ce qu'on parle... Aujourd'hui, des cochons, particulièrement des cochons vietnamiens et des micro-cochons. Parce que c'est les deux partenaires avec lesquels on aime travailler, il faut se le dire, parce qu'ils sont affectueux, ils sont tactilement particuliers au niveau sensoriel, ils sont intelligents, ils captivent en fait l'attention de beaucoup de nos clients. Ils sont très expressifs aussi. Hein? Oui. Ça vient piquer la curiosité, ça vient chercher une autre énergie, finalement. Parfois, on a peur. Oui. Ça fait peur, leur petite face. Mais quand on apprend à les connaître, puis qu'on va au-delà
de notre perception, c'est ça qu'on travaille avec eux, quand on va au-delà de notre perception, puis qu'on apprend à travailler avec eux, puis à entrer en relation sur leur propre langage, bien, c'est là qu'on se découvre, mais qu'on découvre un tout autre animal, vraiment. On va commencer par parler de Banque. Banque est un cochon vietnamien, donc il est plus gros que le micro-cochon. Il est plus gros que Roméo. Il est tout noir. Il est un petit peu plus gros. Donc, on va parler à peu près d'une centaine. Normalement, il peut aller jusqu'à 180 livres, là, mon petit cochon vietnamien. Ça peut être très gros. Et tout dépendant de comment on le nourrit. Comment on le nourrit, c'est quoi sa génétique? Bien, il y a des cochons qui peuvent être plus gros, même si on appelle ça des cochons vietnamiens, qui, on les compare parfois à des micro-cochons. Il faut vraiment faire attention quand on achète un cochon qui est dit domestique. Banque, il m'est arrivé d'une dame qui a travaillé pendant le COVID à faire des interventions avec Bancouni, de son petit surnom. Avec Bancouni, elle faisait des interventions avec des gens qui étaient victimes de crises d'épilepsie. Oui. Donc, l'ambulance, quand il y a eu des cas pendant le COVID où est-ce que les gens, c'était des crises d'épilepsie, ils les envoyaient à un autre établissement. Et là, bien, l'ambulance descendait les patients. Et il y a vraiment comme un processus, là, mais moi, j'en sais quelques lignes. Et bien, il y avait Banque qui était là, dans des couvertes et qui venait voir la personne, dans le fond, puis se coucher auprès d'elle. Puis on atténuait les crises avec Banque. Je t'en apprends une, mon ami, oui, hein? Oui. Bien, ici, dans mes notes, je me l'étais marqué, mais d'où vient Banque, finalement, toutes ces années? Bien, hein, c'est les la 5 belle dernières Catherine. années, C'est la belle Catherine. Ah, on a développé vraiment une belle relation avec ce cochon-là. Il est doux, il est affectueux, il est vraiment près de l'humain. Il y a vraiment un... Ah, il est attachant. Vraiment. Puis quand on me l'a donné, ben moi, je l'ai vu apparaître dans une annonce sur les réseaux sociaux. Puis je suis allée le chercher comme ça. Il m'a coûté quand même de l'argent. C'est un refuge qui en a pris comme... qui a pris le lead, en fait, de communiquer vraiment avec moi puis de faire le lien, en fait, avec la personne qui devait s'en départir. Si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment triste parce qu'elle devait vraiment le replacer parce qu'elle vivait vraiment quelque chose de très lourd dans sa vie personnelle puis elle pouvait plus le prendre en charge. Il vivait dans une maison, dans un condo, hein, un cochon vietnamien vivait dans un condo à Québec, faut se le dire. Fait que quand il est arrivé à la maison, ben Banque a connu la maison, a connu la ferme et a vraiment voulu adapter le mode de la ferme. Maintenant, moi, j'essaie de faire un entre-deux. Ils vivent, les deux cochons, dans une maison mobile. Tout adapté, tout isolé. Ils ont leur lit, ils ont leur litière, ils sont vraiment bien, puis on les sort. Cette semaine, on aborde un sujet peu connu dans le monde de la zoothérapie. Un animal, bien, des animaux en fait, qu'on utilise peu souvent parce qu'il faut un petit peu adapter notre environnement de façon sécuritaire. Et j'ai parlé Des volailles. Donc ici, on parle de coq soyeux, on parle de tourterelle rieuse, on parle de canard. On a récemment, bien, depuis un an, on a adopté 2 belles, au début, on pensait que c'était 2 belles poules soyeuses. Ça s'est avéré en cours de route à être 2 coqs soyeux qu'on a communément appelés Claude et Michel. Donc, Claude et Michel viennent dans les écoles avec nous. Ils viennent en CHSLD, font des rencontres avec différents milieux. Dans les organismes communautaires, on les a apportés au centre de pédiatrie sociale aussi. Ils parcourent différents milieux pour réaliser différents objectifs. La particularité chez la poule soyeuse, c'est vraiment sa plume qui a vraiment un toucher similaire aux cheveux, en fait, aux poils. Aux poils, exactement. Fait que pour ceux qui ont un peu plus peur des animaux à poils, ben parfois, le coq soyeux ou la poule soyeuse va venir jouer un beau médiateur. Est-ce que tu savais que son autre nom, c'est Silkies? Donc, non, je viens oui. tout juste de l'apprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec cette poule-là? Bien, en fait, on va
souvent, on va travailler soit avec des parcours, on va les inclure beaucoup dans des histoires aussi. On va travailler au niveau des soins, au niveau de l'environnement aussi. On va faire toucher pour aller chercher des réactions au niveau plus sensoriel, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, sachez que la poule et le coq, ce sont des animaux qui sont très intelligents. On banalise beaucoup leur capacité à apprendre des choses, hein, mais ils sont tout à fait capables d'apprendre multiples choses, multiples tours qu'on peut leur demander. Bien, en fait, c'est ça. Hein? Ils sont capables de reconnaître les couleurs, les sons. Et même, ils ont des émotions, les poules, et ils sont même capables de les reconnaître. On est capable de leur faire des parcours, de toucher des choses. C'est un animal très affectueux, en fait, et très intelligent. On va beaucoup l'utiliser en garderie également, oui, au niveau de la stimulation du langage pour apprendre, en fait, différents mots, différents sons. On va même imiter la poule aussi. Donc, on va utiliser cet animal-là qui est, c'est ça, très soyeux de par son plumage. Et on va utiliser cet animal-là pour ralentir le débit du groupe et aider l'enfant vraiment à se concentrer sur une chose à la fois. Fait qu'on va vraiment utiliser la poule comme un médiateur vraiment pour observer et rassembler les gens aussi. Aujourd'hui, Magali, on aborde le sujet de la douance. Et je vous mentirais pas que ça me fait un peu peur. C'est comme, je disais à Jessica tantôt, c'est comme je me sens vulnérable. Je me sens... j'ai envie de vous partager cette réalité-là parce que c'est nouveau dans ma vie. Puis, ben moi puis Jessica, on travaille avec ça, on dirait de plus en plus, cette nouvelle réalité-là. Puis en fait, ben, on fait juste normaliser des choses qui existaient déjà puis que je vivais déjà. Mais c'est comme... C'est un nouveau terme. Ben pas un nouveau terme. C'est un peu tabou encore. Oui, c'est ça. Ouais. Puis à peu près 2 à 5 de la population qui ont une douance. Puis c'est pas un diagnostic, c'est pas un trouble. C'est vraiment neurodéveloppemental. C'est vraiment que notre cerveau, il comprend pas puis il assimile pas les différents stimuli de la même façon que les autres. Quand on parle de HP, c'est des personnes à haut potentiel aussi, puis c'est pas parce que t'es doué que t'es bon dans tout. Je fais souvent l'allusion à c'est pas parce que t'as un vélo que t'es capable d'en faire nécessairement. Fait qu'il faut que tu le travailles, puis de là, ben c'est pas dans toutes les sphères non plus que t'es doué puis que t'es capable de te réaliser pleinement. Il y a des gens qui sont super intelligents, qui sont des recherchistes, qui sont des scientifiques, qui contribuent à faire évoluer des recherches, des choses comme ça. Mais il y a d'autres personnes que ça va être beaucoup plus la créativité, l'art, leur hypersensibilité va les apporter à avoir des métiers totalement différents, dans le fond. Voilà. Mais on a quand même pris un moment pour plus se poser des questions, puis... Prendre le temps d'apprendre à connaître un petit peu c'est quoi ça. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés, comme on a dit tantôt, c'est un sujet qui est tabou encore. Donc, on vient vraiment répondre à des petites questions, éclairer les gens aussi, parce qu'on se le cachera pas, même chez les professionnels, c'est encore un terme qui est peu utilisé, peu connu. Je dirais même, moi, personnellement, dans mes études, c'est pas un mot qu'on a abordé non plus, effleuré légèrement, mais pas abordé sans... en voulant comprendre cette situation-là. Donc, aujourd'hui, on va vraiment éclairer un petit peu à quoi peut ressembler là, le quotidien d'une personne vivant avec cette réalité-là, finalement. Puis, en fait, j'aime ça que tu parles de ça parce que il y a toutes sortes de traits, en fait, à la douance qui s'apparentent, oui, au TDAH, mais qui s'apparentent aussi au trouble du spectre de l'autisme. J'aime bien que Jessica nous est apparue l'autre jour avec... vraiment au niveau de la neurodiversité puis de la double exceptionnalité, en fait. Si tu veux le montrer, dans le fond, c'est vraiment 3 sphères qui sont comme... qui se juxtaposent. Oui, c'est ça. Puis, en fait, on va voir vraiment des traits, c'est ça, qui vont être communes. Il va y avoir des traits qui vont être à double, puis il y en a qui vont être simples. Donc, c'est drôle parce que des fois...
c'est pas tout le monde qui se reconnaît, ou des fois on se reconnaît à quelque part, ou des fois on se reconnaît pas. Mais même, il faut savoir qu'une personne tout à fait normale peut avoir des traits aussi. C'est ce que j'allais dire. On prend beaucoup. Éviter, en fait, d'autodiagnostiquer. Ouais, De s'auto-diagnostiquer. Exactement, parce que finalement, il y a des traits où est-ce que. Où est-ce qu'on est tous un petit peu. On a tous des traits un peu plus farfelus, je peux dire, ou peu communs. Oui, Ouais. exactement. Puis, tu sais, là, on parle de l'advance, puis comme tu disais tantôt, c'est un mot que toi, t'as pas beaucoup vu, t'as pas beaucoup étudié. Puis moi, ben je l'ai su, j'avais 37 ans. Oh, c'est quoi cette affaire-là? Puis genre, ça m'a vraiment rentré dedans. Puis, ben c'est ça. Fait que, Mais toi, tu étais déjà. En fait, tu savais déjà que tu avais eu un diagnostic de TDAH. Ouais. En fait, qu'on va vraiment retrouver ici dans la sphère rose. ouais. Puis là, on parle un petit peu de nuance qui est dans la sphère jaune. Puis ici, dans la sphère bleue, on va parler d'autisme, en fait. Ouais. Donc, le trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est ça, mais dans le fond, moi, de toute ma jeunesse, là, c'est mon médecin, j'ai vu des psychologues, tout le monde, bon, c'est clair qu'il y avait un TDAH. On a essayé dans le passé différentes molécules, OK? Parce que à un moment donné, en vieillissant, j'ai pas été médicamentée quand j'étais jeune, OK? Puis, tu sais, je veux dire, on en a parlé tantôt, mais j'ai vraiment passé dans les mailles du filet, là, tu sais. Quand on dit qu'il y a 2 à 5 des gens, puis il y en a qui s'est pris tôt en charge, puis il y en a qu'on le voit pas du tout parce qu'on passe inaperçu. La capacité d'adaptation vient un petit peu prendre... vient soutenir la personne, en fait, dans Ouais. son développement. Là. Donc, Énormément. va vraiment passer dans les filets, dans les branches. Ouais. Aujourd'hui, on ouvre notre coffre au trésor et on vous présente les outils, les stratégies, le matériel qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, premièrement, ce qu'on va avoir besoin dans la vie de tous les jours, bien, c'est de transporter nos choses. Yeah. Donc, nous, on s'est équipés, en fait, d'un sac à dos qui vient vraiment contenir tout ce qu'on a besoin tout au long de notre Le mien est utilisé journée. un petit peu. Ouais. Oui, il travaille très fort. Donc, il y a plusieurs pochettes, plusieurs possibilités. Puis, souvent, il y a des choses disponibles pour notre animal à l'intérieur. Puis, je vais l'ouvrir rapidement, là, mais il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, celui-ci. Souvent, j'ai un autre compartiment, une autre pochette pour mettre des choses et elle est remplie de coffres au trésor. Mais on va vous expliquer plus précisément. À quoi servent ces outils-là, Oui, finalement? exactement. Donc, on n'utilise pas nécessairement des sacs à dos. On va utiliser aussi des valises. Plusieurs vont utiliser des valises pour justement, bien, avec les années, éviter de transporter des choses plus lourdes. Donc, Éviter de se blesser à long terme, finalement. exactement. Il y en a d'autres qui vont aussi avoir des chariots. Oui, des petits chariots là, qui vont trimballer vraiment tout leur matériel dans des déplacements un petit peu plus volumineux. là, je Les dirais. cages, on parle de cages, on parle de couverture, de sacs, de nourriture. Il y a beaucoup quand même de matériel qu'on a besoin, tout dépendant dans quel milieu on va, puis quel est l'objectif qui sous-tend notre visite également. Les gens, ils pensent vraiment que c'est ça, la zoothérapie, c'est vraiment qu'on flatte du toutou, et c'est pas juste ça. Le matériel qui est sélectionné, qui est choisi, est là pas par hasard. Il est vraiment là pour subvenir, bien, premièrement, aux besoins de l'animal, à son besoin de manger, son besoin d'être... De s'abreuver, d'avoir un espace sécuritaire à lui où est-ce qu'il va pouvoir se poser. Comme là, actuellement, on voit Idéfix devant moi qui est couché sur sa couverture. Il y a vraiment un petit coin de retrait où est-ce qu'il sait qu'il va être en sécurité finalement puis qu'il va avoir son espace à lui. Exactement. On peut voir aussi le petit cochon qu'on utilise. Ce sont des petits jouets qu'on va vraiment travailler le renforcement positif avec eux aussi, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas juste récompenser nos animaux avec des croquettes tout le temps. On va récompenser aussi par le jeu. Donc, on va faire du renforcement positif, on va jouer avec lui, on va jouer avec son jouet, on va lui lancer, il va nous le rapporter et parfois, on va le récompenser avec des friandises. En fait, c'est ça. Il faut comprendre que les animaux, c'est pas nécessairement des accessoires. Donc, c'est des partenaires. Puis, chaque outil est vraiment spécialisé pour chaque animal aussi. Ouais.
Donc, ben, si on prend l'exemple un petit peu du jouet, ici, on a le petit cochon, un petit toutou un peu plus adapté pour idée fixe, versus ici, une petite corde un peu plus robuste pour nos grands chiens, nos grands bergers allemands, en fait.